Bonjour. C'est bon, si je veux basculer sur les... Ok. Magnifique. Bonjour à tous. Bien écoutez, on va enchaîner sur un sujet qui est assez proche du précédent parce qu'il concerne également la visibilité des contenus. Donc la manière dont tout ce que vous produisez, tout ce que vous créez, tout ce que vous produisez va être rendu visible à des gens qui sont sur Internet. Évidemment, comme vous vous en doutez, la structuration de l'approche moteur de recherche et la structuration de l'approche réseaux sociaux est quand même radicalement différente. Tout à l'heure, Florian disait la porte d'entrée sur le web, c'est le formulaire de recherche de Google. C'est pas tout à fait faux, sauf que c'est pas la seule. Aujourd'hui, les gens allument leur smartphone et passent quand même un temps assez considérable à aller parcourir des listes de newsfeed et à scroller avec leur pouce pendant pas mal de temps, généralement en faisant autre chose. Donc voilà, donc moi ce que je voulais faire un peu, c'était un tour d'horizon de ces algorithmes-là. Alors pourquoi mettre l'accent sur le newsfeed et pas juste sur les réseaux sociaux? Parce que en fait dans les réseaux sociaux, on a beaucoup de produits en fait qui existent et qui sont maintenus et qui font que les réseaux font évoluer. Et pour moi, le nerf de la guerre, l'endroit où vraiment tout se passe, c'est le newsfeed, parce que c'est là où se joue vraiment la visibilité des contenus. Donc pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis Damien Tremblay. Je viens d'univers d'un parcours assez atypique et assez diversifié. Donc de formation, je suis ingénieur, donc plutôt dans les mains dans la technique. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur tout ce qui est diffusion audiovisuelle. À l'époque où toutes les questions de diffusion via les protocoles du web, donc tout ce qui était l'IPTV, tout ce qui était le début de la VOD, était vraiment l'innovation qu'il pouvait y avoir sur ces terrains-là. Donc vraiment dans une approche très innovante. Suite à quoi j'ai pas mal bossé aussi chez TF1 pour réfléchir avec eux à des nouveaux services. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer autour d'Internet et des box des opérateurs pour une chaîne TV, donc ce qui a donné naissance à MyTF1 et tout ce genre de choses. Et ensuite je me suis pas mal redirigé vers le social media au moment où ces plateformes ont commencé à émerger et on a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer autour de l'apparition de ces plateformes sur lesquelles on trouve tous les contenus. Les gens s'inscrivent, créent des liens et s'abonnent à toutes sortes de choses. Donc voilà, donc suite à ça, en fait, on a monté une boîte donc avec Rémi Douin qui s'appelle The Metrics Factory, qui est une sorte d'agence qui était un peu en avance de phase quand on l'a créée sur la mesure sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'on appelle la mesure sur les réseaux sociaux? C'est assez simple. Au début, quand on commençait à se créer les plateformes comme YouTube, Dailymotion, etc., il y avait très peu d'indicateurs qui circulaient sur la circulation des contenus, qu'est-ce qui se passe, comment on peut les mesurer. Et à l'époque, c'était les premières campagnes, les présidentielles de 2007, et c'est la première fois où il commençait à se passer quelque chose en ligne autour de la vidéo. Donc on s'était dit comment on pourrait mesurer un peu ce qui se passe sur les vidéos en ligne, et ça a donné naissance à cette société qui a commencé à travailler sur ces problématiques-là, qui était très en amont. Donc c'est des sujets qui étaient intéressants, mais dont les gens avaient vachement de mal à mesurer la portée. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement mature, puisque les plateformes qui permettent de diffuser des contenus proposent une galaxie d'outils pour aller explorer en fait toutes les données et comprendre comment ça circule. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc la société a pas mal évolué et aujourd'hui, on a une agence qui fait du reporting. Donc on travaille sur toutes les données, sur la stratégie évidemment par rapport à tout ça, et sur ce qu'on appelle le dashboarding, c'est-à-dire comment en fait ces flux on les intègre dans des écrans qu'on met dans des lieux. Voilà, donc les questions en fait que je voulais aborder avec vous aujourd'hui et qu'on peut essayer de résoudre ensemble, c'est qu'est-ce qui se fait la différence entre Facebook et Twitter aujourd'hui et MySpace à l'époque? Parce que c'est des choses que les gens
pose beaucoup comme question. En gros, Facebook, Twitter, ça n'existait pas il y a 10 ans, ça n'existera pas dans 10 ans, c'est des choses que j'entends souvent. C'est une mode, c'est quelque chose qui arrive et qui part, c'est comme MySpace est mort, ça va mourir aussi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces plateformes? Mais on en parlera pas mal. Un réseau social, c'est quoi? Est-ce que c'est plus une chaîne TV? Est-ce que c'est plus quelque chose qui s'apparente à Google? C'est pareil, c'est une vraie question, parce que les gens ont parfois du mal à se positionner et ne comprennent pas en fait les enjeux qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux. Une troisième question, est-ce qu'un newsfeed c'est neutre? Parce qu'aujourd'hui, on va parler pas mal d'algorithmes. On arrive dans un monde dans lequel l'algorithmie fait foi et même de plus en plus commence à faire loi. Et ça pose des questions qui sont extrêmement importantes, à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue marketing et d'un point de vue éthique. Et une des grosses questions qui se posent, c'est les algorithmes sont-ils neutres? Et donc en particulier, un newsfeed, est-ce que c'est neutre? Et donc comment ça fonctionne? Grande question, est-ce qu'on peut exister sans payer? Parce que toutes ces plateformes de réseaux sociaux, elles ont démarré. C'était sympa, tout le monde peut y aller, tout le monde peut publier du contenu. Comme toujours, il y a une énorme prime aux premiers entrants. Donc effectivement, c'est extrêmement performant. Enfin, dans les premiers temps, c'était extrêmement performant. C'est-à-dire que la visibilité qu'offraient des plateformes comme Facebook, comme YouTube, comme Dailymotion, c'était juste hallucinant, en fait, en termes de viralité. Aujourd'hui, ces plateformes ont trouvé ont trouvé des modèles économiques pour réussir à tirer leur partie du gâteau et s'aligner en fait sur les autres médias. Donc, est-ce qu'il y a vraiment encore des phénomènes de viralité? Est-ce qu'on peut encore exister sur les médias sociaux sans dépenser de l'argent? C'est encore aussi une grande question qu'on pose régulièrement. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on va devoir passer par pas mal de petites choses. La première, un peu pénible, de définition, pour qu'on soit tous d'accord sur de quoi on parle. Ensuite, quelques chiffres clés pour qu'on ait des ordres de grandeur en tête et qu'on se dise ok, c'est ça le social media aujourd'hui. Ensuite, il y a un petit passage un peu dans le service, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un newsfeed, en gros pour des utilisateurs, qu'est-ce qu'on y trouve, de quoi c'est composé. Ensuite, on va rentrer dans la technique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne un newsfeed, qui tire les ficelles, qu'est-ce qu'on y voit, que font les algorithmes, quels sont les choix qui sont pris par ces boîtes noires. Et dernière chose qui sans doute vous intéresse le plus, c'est comment exister dans les newsfeeds. C'est-à-dire vous qui je pense avez des contenus, essayez de les faire circuler. Quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui pour réussir à émerger et à ne pas passer sous le radar. Les définitions. La première, c'est un réseau social. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Réseau social, il y a réseau et il y a social. Un réseau, c'est quoi? Un réseau, c'est des nœuds avec des connexions. Donc des nœuds, c'est des points dans un espace. Des connexions, c'est ce qui les relie. Donc un réseau social, c'est ça. Et c'est social parce qu'on parle de gens. Donc en gros, c'est des gens qui sont reliés avec des connexions. Ça a souvent une particularité, c'est que les nœuds ne sont pas que des gens. Donc évidemment, vous le savez tous parce que vous avez vu passer dans Facebook des pages. Donc vous voyez des contenus qui sont publiés par des pages. Les pages ne sont pas des gens. Vous avez des médias qui sont présents sur Facebook. Des médias, c'est pas des gens. Vous avez toutes ces choses-là. Donc on a des nœuds qui sont de nature différente et on n'est pas forcément que face à des individus, mais on a toutes sortes de nœuds sur le réseau. Et une deuxième particularité qui contribue à la définition d'un réseau social, c'est que c'est une plateforme de publication de contenu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en relation les individus, parce que ça, il y a des plateformes qui le font très bien, c'est une plateforme de rencontre, et c'est pas le cas d'un réseau social, en tout cas, c'est pas le cas au sens large d'un réseau social. Et donc, ce qui définit le réseau social, c'est que chaque nœud du réseau a la possibilité d'émettre un contenu vers des utilisateurs qui sont abonnés ou pas à son contenu. Deuxième notion hyper cruciale dont on va parler souvent, c'est ce qu'on appelle le graphe social. Le graphe social, c'est assez simple, c'est ce qui part d'un individu et qui va vers tout ce à quoi il est relié. Donc typiquement, si on prend l'exemple de Facebook, votre graphe social sur Facebook, c'est l'ensemble de vos amis avec qui vous avez une relation symétrique, c'est-à-dire que la flèche est dans les deux sens, vous êtes amis et ils sont amis avec vous, plus les relations avec les pages auxquelles vous êtes abonné, donc des liens qui sont à sens unique, puisqu'ils vont uniquement de la page vers vous pour pousser du contenu et pas l'inverse. Et
ces deux dimensions constituent ce qu'on appelle le graphe social. Donc sur Twitter, même chose, hein, ça va être tous les individus que vous allez follower, ça va être votre graphe social. Même chose sur Pinterest par rapport aux gens auxquels vous êtes abonnés, etc. Et ensuite, deux dernières notions qui sont hyper importantes à comprendre parce que les gens les mélangent régulièrement et c'est pas du tout la même chose. C'est la notion de timeline et la notion de newsfeed. La timeline, c'est ce qui est émis par un nœud sur le réseau social. C'est-à-dire que tout ce que vous allez balancer, en gros, tout ce qu'un individu va publier, donc en gros, ça va être ses petits messages, des liens qu'il va partager, les photos de famille qu'il va balancer, la dernière vidéo qu'il a trouvé sympa, sa géoloc, un event auquel il va inviter des amis, son mariage, ses derniers scores à Candy Crush. Tout ça, c'est des choses qui sont attachées à un individu, qui constituent un flux, donc on est bien dans une logique de flux, mais qui ne sont reliés que à un individu, et c'est ce qu'on appelle, pour reprendre la terminologie de Facebook, la timeline. C'est parfois utilisé en fait en utilisant la notion de profil, parce qu'on considère que ce flux d'actualité, en fait, ça fait partie du profil de l'utilisateur. C'est une notion qui est un petit peu ambiguë et que du coup j'ai tendance un peu à rejeter parce que le profil, enfin, en tout cas personnellement, c'est plutôt des données qui ne sont pas un flux, c'est-à-dire c'est mon âge, hein, c'est ma ville, c'est mon sexe, c'est là où j'habite, ça constitue mon profil. Donc mélanger ça avec la notion de flux que moi j'aimais en tant que nœud d'un réseau, c'est assez ambigu, donc c'est pour ça que j'essaie de faire la différence entre timeline et profil. D'autant plus que le profil, c'est aussi associé d'un point de vue, enfin, dans toutes les attaques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est associé à toutes les données que le réseau social possède sur moi, à travers mes actions et tout ce que je vais pouvoir renseigner qui va alimenter les moteurs. Le newsfeed, donc c'est également un flux, mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ce que moi j'aimais, c'est ce que moi je reçois. Et dans ce que moi je reçois, il y a quoi ? Il y a tout ce que mes amis en fait, vont émettre et auquel moi je suis abonné. Donc, donc prenons l'exemple de mon graphe social c'est mes amis plus des pages auxquelles je suis abonné. Le newsfeed, ça va être l'ensemble des publications de tout mon graphe social, donc tous mes amis, tout ce qu'ils ont balancé, toutes les pages, ce qu'elles ont publié, ça va être mon newsfeed. Voilà, donc le gros enjeu de ce dont on va parler, c'est effectivement le newsfeed, parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout ce qui est émis par nos amis, on ne voit pas tout ce qui est émis par les pages auxquelles on est abonné, et tout ce filtre en fait qui est effectué sur les contenus, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de newsfeed, et c'est de ça qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Des chiffres clés juste pour reposer les bases et savoir de quoi on parle. Facebook, c'est 1,3 milliard d'utilisateurs. 1,3 milliard d'utilisateurs, c'est assez énorme, avec une particularité qui est extrêmement importante à prendre en compte. C'est que les utilisateurs que vous avez sur Facebook sont des gens dont on a la véritable identité. C'est pas quelque chose qui existait avant. Avant Facebook, il y a une célèbre illustration du New Yorker que vous avez sûrement vu passer, qui était sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. En gros, avant, un profil, c'était un profil, c'est un compte, c'est un avatar, c'est une posture d'un individu par rapport à une plateforme, mais c'est pas du tout une personne en tant que telle. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir 20 comptes sur un forum, j'ai 20 comptes sur un forum. Et si j'ai une entité sur un forum, une autre quelque part ailleurs, etc. On a eu une incapacité avant Facebook sur Internet à reconstituer l'identité réelle des gens. Et donc ça c'est avant Facebook. Et Facebook apporte quelque chose d'extrêmement nouveau qui est d'avoir la véritable identité. Comment ils ont réussi à faire ça ? C'est assez simple, c'est très opportuniste. Facebook a démarré en étant maqué avec une université. L'université en fait avait des comptes utilisateurs de l'université et initialement pour créer un compte Facebook il fallait avoir un compte dans l'université et le compte Facebook était lié à l'identifiant de l'université. Donc les premiers utilisateurs de Facebook étaient mécaniquement des individus qui ne pouvaient avoir qu'un seul compte et dont le compte était associé à leur identité réelle. Et ça c'était quelque chose de très 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 nouveau qui apparaissait et qui était de façon très opportuniste. Et Facebook a décidé de le garder. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ça, quand ils ont commencé à ouvrir au reste du monde, donc au départ aux autres universités, ils ont demandé aux autres universités, ok, mais pareil, on garde l'identité réelle, etc. Et peu à peu, ça s'est étendu.
jusqu'aux conditions générales d'utilisation, donc qui sont les documents juridiques que personne ne lit parce que ça fait 400 pages et que c'est écrit comme ça et qu'on a vite envie de créer un compte. Mais dans ces conditions juridiques, c'est écrit que vous avez l'obligation d'utiliser votre véritable identité. Ce qui pose plein de problèmes. D'ailleurs, récemment, il y a eu pas mal d'articles qui ont été postés sur toute la communauté transgenre pour qui ça pose vraiment des problèmes parce qu'on les force à utiliser leur nom de naissance, qui n'est pas du tout le nom qu'ils utilisent, et des comptes ont été fermés par Facebook pour ces raisons-là. Donc ça pose vraiment des questions super importantes. Voilà, donc ça c'est juste pour le côté véritable identité, parce que c'est un vrai truc, et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des boutons de login, Facebook Connect, etc. Sur ces gens-là, on en a 945 millions qui sont utilisateurs sur le mobile. Pareil, chiffre extrêmement important parce que tous les débats qu'il y avait eu sur est-ce que Facebook va survivre, mais non, mais vous vous rendez pas compte, aujourd'hui on est dans le mobile first. Facebook est né avant le mobile first, donc Facebook va forcément mourir parce qu'il y a le mobile. C'est assez faux, parce qu'aujourd'hui les gens démarrent l'appli Facebook sur leur téléphone mobile extrêmement souvent, et les chiffres sont là pour en témoigner. Et on a donc, dernier chiffre, 757 millions d'utilisateurs actifs par jour. Donc chaque jour, on a 757 millions de personnes qui se connectent sur Facebook, donc soit sur leur téléphone mobile, soit sur leur ordinateur. C'est juste hallucinant comme volume. Twitter, bon, des chiffres un peu moins impressionnants, mais quand même assez élevés. 330 millions d'utilisateurs. On a un chiffre qui est assez rigolo, qui est 23 millions de robots. C'est pas moi qui le dis, c'est Twitter. En fait, c'est un document qui a fuité à travers la communication que Facebook avait avec les places de marché boursière. Donc 23 millions de robots sur 330 millions de comptes. Finalement, c'est pas si énorme que ça. Donc on a quand même beaucoup de comptes Twitter. Même phénomène que pour Facebook, 75% d'utilisateurs mobiles. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui a complètement réussi le passage à la mobilité. Et contrairement à ce que certains analystes avaient anticipé, on n'est pas du tout dans une chute d'utilisation liée au mobile. Et un ordre de grandeur de publication, 400 millions de tweets par jour, donc ça fait un peu plus d'un tweet par jour par utilisateur. On est sur un usage qui est extrêmement massif. Google+, 343 millions de comptes actifs. Alors Google+, c'est un peu la feinte, parce que Google+, a une technique extrêmement fourbe pour créer des comptes. C'est un peu ce que j'appelle la méthode du yes or yes, qui est très utilisée par Google. C'est-à-dire qu'on vous propose on vous donne le choix entre accepter maintenant de créer un compte ou accepter plus tard de créer un compte. Donc forcément, au bout d'un moment, vous craquez. Donc si vous avez un compte Google, vous avez un compte Google+. C'est une méthode qu'on retrouve aussi sur Android, pas mal, sur le GPS, sur l'upload de photos, etc. Donc ça marche assez bien. Et puis un deuxième chiffre qui est communiqué par Google+, il n'y en a pas énormément de chiffres qui sont communiqués, c'est le nombre de photos, donc 1,4 million de photos par semaine. Pourquoi ce chiffre est communiqué par Google? Parce qu'il y a une cible sur laquelle Google+ a très bien fonctionné, c'est les photographes. Donc il y a beaucoup de photos, Google en est très fier, donc il communique beaucoup là-dessus. Etc. Donc si vous voulez les chiffres sur les autres plateformes, je peux vous les sortir, il y en a beaucoup. Enfin là j'en ai pris 3 parce que c'est les 3 qui sont quand même assez dominantes. Il y en a une vingtaine de grosses plateformes, donc j'ai pas envie de faire un catalogue là, mais on peut en discuter. Ce que je veux juste vous dire en fait en vous montrant ces chiffres, et pour poser la base du débat, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas un phénomène de mode. En fait, on n'est pas sur un MySpace ou un Caramel qui est né et qui est mort. C'est quelque chose qui est ancré dans la durée. C'est-à-dire que les courbes sont toujours ascendantes malgré tout ce que les analystes ont pu dire tous les 6 mois en disant mais c'est fini, les jeunes ça les intéresse pas, Facebook c'est plus fun, Twitter ça va mourir, il n'y a pas de modèle économique, etc. En fait c'est assez faux. En fait, les réseaux sociaux c'est pas un phénomène de mode, et on en reparlera tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça devient une infrastructure d'internet, du web, qui vient se positionner comme une couche au même titre que les autres, et ça c'est pas négligeable du tout. Deuxième chose, les réseaux sociaux sont omniprésents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on les trouve sur les ordinateurs, on les trouve sur les tablettes, on les trouve sur les téléphones, on les trouve sur les télés, on les trouve dans les objets connectés. Il y a de plus en plus d'objets connectés qui intègrent les API des réseaux sociaux. On les trouve dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, les scores des utilisateurs dans les jeux vidéo remontent dans les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de tous les jours et qui n'est pas juste un site web. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention par rapport à ces chiffres, c'est que l'usage étant tellement massif et l'utilisation quasiment exhaustive sur la population fait que les réseaux sociaux, c'est devenu le nouveau marché de l'attention.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu enfin, le marché de l'attention était très centré sur la télévision. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est là où ça se passe, c'est là où sont les gens, c'est là où on peut les capter. Et les newsfeeds sont effectivement l'endroit où ça se passe, quoi. Donc, par rapport au newsfeed, moi j'avais pas mal de choses à vous raconter. L'historique, c'est juste pour vous rappeler quelque chose. Il y a un truc qui est né en 2002, qui était quand même la base du newsfeed, qui s'appelle le flux RSS. Le flux RSS, vous connaissez bien. Je sais pas s'il y a encore des gens parmi vous qui sont abonnés à des flux RSS. Mais en tout cas, si c'est le cas, bravo, parce que c'est un peu de la résistance aujourd'hui d'utiliser le RSS. Pourquoi c'est de la résistance ? Parce que le réseau social, c'est la monétisation de l'usage RSS. C'est-à-dire que l'usage RSS, c'est un usage qui permet de s'abonner à des sources de contenu et de les récupérer, et de pouvoir lire un espèce de newsfeed exhaustif de tous mes centres d'intérêt, tous les gens qui publient des trucs que je trouve intéressantes. Ça n'a pas de modèle économique, enfin, c'est purement ouvert, décentralisé, et les seules personnes qui le monétisaient, c'était éventuellement les plateformes en mettant des petites pubs quand on cliquait sur les liens en sortant des flux RSS, mais c'est tout. Aujourd'hui, vous l'avez tous subi si vous étiez utilisateur de RSS. En gros, pour moi, 2013, c'est la date que je marque comme la mort du RSS, pour 3 raisons. La principale grosse raison, évidemment, c'est la fin de Google Reader, qui est un choix stratégique de la part de Google, qui n'est pas du tout anodin. Enfin, l'argument qui a été annoncé, c'est le manque d'usage. La vraie chose, c'est pas forcément ça, c'est que derrière, il y a tous les enjeux sur les réseaux sociaux. Ça a été sorti les flux RSS ont été sortis de certaines plateformes, c'est-à-dire que sur YouTube, aujourd'hui, on n'a plus de flux RSS. Si vous voulez vous abonner à une chaîne sur YouTube, en gros, la seule option que vous avez, c'est de créer un compte, d'associer votre compte Google à votre compte YouTube et de vous abonner sur YouTube au flux et basta. Et vous pouvez pas l'avoir en flux RSS. Ou alors vous connaissez les API et vous codez, mais c'est pas forcément marrant. Et dans les navigateurs, pendant assez longtemps, on avait accès au flux RSS qui était mis en avant. Pareil, ça a été supprimé dans les navigateurs. Donc le flux RSS, aujourd'hui, on peut dire que c'est mort. Et une dernière date clé dans l'historique que j'aimerais mentionner, c'est 2012. 2012, c'est l'arrivée de la pub dans le newsfeed chez Facebook. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le newsfeed, ça a été un peu le saint graal de l'usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire un réseau social, c'est fun, un réseau social, c'est neutre, un réseau social, ça n'est pas un endroit où il y a de la pub. 2012, monétisation radicale du newsfeed, c'est-à-dire en gros, si vous cliquez sur un bouton boost et que vous avez votre carte bancaire dans Facebook, et ben avec un petit peu de cash, vous apparaissez dans les newsfeeds. Donc voilà, trois dates clés. On va rentrer un peu dans le dur du sujet. C'est la seule slide où il y a les trucs décrits vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans un newsfeed ? Un newsfeed, c'est composé de trois types de contenus. Enfin, en tout cas, trois types de manières dont les contenus s'affichent, on va dire. On a ce qu'on appelle les contenus qui s'affichent de manière organique. Pourquoi de manière organique ? C'est le nom qui est utilisé par le monde de la com. Organique au sens naturel, logique, spontané, etc. Qu'est-ce qu'on a dans les publications organiques ? C'est en gros les publications de mes amis humains. Alors là, quand je dis anatomie du newsfeed, ça ne veut pas dire que tout ça on le voit. Ça veut dire que c'est la matière qui constitue ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout. On voit absolument pas tout. Mais dans ce qu'on voit, c'est des choses qui sont de cet ordre-là, de cette nature-là. Donc les publications qu'on appelle organiques, c'est quand je vois un post qui a été publié par un ami, les dernières photos de la naissance des enfants d'un ami, c'est un post que je vois de façon organique. De même, la dernière vidéo de Shakira que je reçois parce que je suis abonné à sa page Facebook ou à son compte Twitter, c'est un contenu qui m'est adressé de manière organique, sauf s'ils ont lancé une campagne média et qu'ils ont décidé de payer. Deuxième type de contenu qu'on va réussir à avoir dans un réseau social, c'est ce qu'on appelle les contenus viraux. Les contenus viraux, c'est quoi ? C'est les contenus dont la source n'est pas reliée à moi, mais par contre, auquel je suis relié à travers un ami qui a fait quelque chose autour de ce contenu. Typiquement, sur Twitter, quand je me connecte sur mon flux Twitter, je vais voir certains tweets qui ont été tweetés par mes amis, à travers des retweets.
Et le retweet, on peut considérer que c'est un contenu viral, dans la mesure où je n'ai pas de lien direct avec la source. Par contre, j'ai un lien direct avec une personne qui a décidé de retweeter la source pour lui donner de l'ampleur. Donc on est vraiment dans un phénomène de viralité parce que le contenu rebondit et m'est adressé non pas directement, mais de façon indirecte. Pareil sur Facebook, si j'ai un ami qui a liké une publication de quelqu'un d'autre, elle peut apparaître dans mon newsfeed et on considère que c'est une apparition qui est d'ordre viral. Et le dernier type d'apparition dans un newsfeed, c'est ce qu'on appelle le contenu payant, c'est-à-dire des gens qui ont décidé d'acheter un ciblage. C'est-à-dire que moi sur Facebook, je suis une cible marketing. Donc là, on rentre dans ce que j'appelle le profil, c'est-à-dire que j'ai des données de socio-démo, j'ai des données de géolocalisation, j'ai des données d'usage, j'ai des données de tout ce que j'ai fait sur Facebook, des données de tout ce que j'ai fait sur le web, j'ai un graphe social, j'ai des centres d'intérêt. J'ai beaucoup plus que ça parce que Facebook est capable d'inférer et de calculer, connaît ma catégorie socio-professionnelle, même sans l'avoir déclaré. Facebook connaît énormément de choses et donc propose ces informations de manière anonyme, bien sûr, à des publicitaires qui peuvent adresser des contenus de manière payante. Voilà, donc ça c'est la matière première du newsfeed. Cette matière première, elle est moulinée par des algorithmes. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Un algorithme de newsfeed. Pourquoi un algorithme? Quand vous vous connectez sur Twitter ou sur Facebook, en moyenne, il y a 1500 contenus qui sont prêts pour vous. 1500 contenus, c'est l'ensemble de ce qui a été publié par votre graphe social depuis que vous êtes venu. C'est une moyenne. Si vous vous connectez frénétiquement sur Facebook tous les quarts d'heure, il n'y a pas 1500 contenus tous les quarts d'heure. Mais par contre, si vous vous connectez tous les mois, vous en aurez beaucoup plus. Mais en moyenne, entre deux connexions sur un réseau social, on estime qu'il y a 1500 contenus qui ont été générés et qu'il faut afficher pour les gens. Donc, afficher ces contenus-là, ça nécessite un algorithme qui va permettre de les trier et de leur donner du poids pour savoir lesquels j'affiche à mes utilisateurs. Donc, en gros, la définition d'un algorithme de newsfeed, si on devait la résumer en 2 mots, c'est un tri. C'est un tri parce qu'il faut donner de l'ordre à ces contenus. Le tri, il est multicritère parce qu'il y a énormément de choses qui entrent en jeu dans la manière dont c'est trié. Et il est en temps réel parce que ça doit être fait en fait, au moment où je me connecte, en fonction du contexte, on va me donner des contenus. Donc c'est quelque chose qui est généré à la volée. Et sur cet algorithme, on a un gros choix principal qui est exhaustif ou non exhaustif. Exhaustif, c'est un peu la suite logique du RSS. C'est ce que fait Twitter. C'est pas sûr que ça dure, hein, parce qu'il y a de plus en plus de contenus sur Twitter, parce qu'il y a des stratégies de monétisation. Twitter peut décider un jour de ne plus être dans l'exhaustivité, mais aujourd'hui le choix de Twitter c'est l'exhaustivité. Et il y a le non-exhaustif, dont l'emblème est Facebook évidemment, parce que c'est ceux qui ont le plus investi pour réussir à choisir les contenus à afficher sur les gens et à développer un algorithme extrêmement performant pour le faire. Cet algorithme-là, comment il fonctionne? Quelle est la recette secrète? Ça, vous ne le saurez pas. Enfin, on va en parler, on va essayer de rentrer dedans. Tout le travail qu'il peut y avoir pour comprendre cet algorithme, c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. C'est-à-dire, on fait des tests, on regarde comment ça réagit, on se dit, OK, l'algorithme fonctionne comme ça. Pourquoi la recette est secrète? Enfin, pourquoi je parle de recette et de secret? Parce que c'est un peu comme Coca-Cola. C'est-à-dire que un algorithme de newsfeed, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, qui est compliqué, qui est un actif industriel. Il y a un choix politique de ne pas déposer de brevet dessus. C'est aussi une grande question qui se pose autour des algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes ne sont pas brevetés. Donc Facebook a le droit d'avoir une recette secrète et personne ne pourra jamais mettre les mains dedans. Et c'est un peu pareil pour Google et pour les autres. Personne n'a le droit d'aller mettre les mains dedans et personne ne peut savoir et ça ne tombera jamais dans le domaine public. Donc la recette est vraiment secrète. Et le motto de ces plateformes, c'est en gros, faites-nous confiance, on connaît votre audience, on est des professionnels, on a des data. Donc si on n'affiche pas votre contenu auprès des gens, c'est qu'en fait, ils ne sont pas intéressés par votre contenu. Voilà, mais faites-nous confiance parce qu'on sait. C'est un peu ça leur approche. Donc par contre, l'avantage c'est que les ingrédients ils sont assez restreints. Donc quels sont les ingrédients qui font qu'un contenu va apparaître ou pas dans un newsfeed? Il y a 2 types d'ingrédients. Il y a les ingrédients qui sont relatifs à la source, c'est-à-dire à l'émetteur, et des informations qui sont relatives à la cible, c'est-à-dire à l'individu qui se connecte et qui va accéder à son newsfeed. Sur la source, qu'est-ce qui est important? Est-ce que la publication est récente? Donc ça va permettre, dans la pondération, de dire on remonte les contenus qui sont le plus récents. Ça vous paraît logique parce que sur Twitter, c'est quasiment le seul critère. Sur Twitter, vous avez les contenus les plus récents en premier et plus vous descendez, plus vous avez les vieux contenus.
Sur d'autres réseaux sociaux, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vous avez des vieux contenus qui vous sont proposés parce que la plateforme estime que même s'ils sont vieux, en fait c'est le mariage de votre meilleur ami. Donc vous pouvez quand même pas le rater. Donc on vous le met quoi. Deuxième indicateur au niveau de la source. Est-ce que la publication est performante? C'est-à-dire est-ce que les gens ont cliqué sur like, enfin ou ont commenté, ou ont partagé, ou ont retweeté la publication. Donc c'est un indicateur de performance pure, qui est un truc assez compulsif, qui est l'interaction entre les gens et la publication. Le dernier côté source, c'est évidemment est-ce que ça a été sponsorisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de gagner de la visibilité en payant. Donc c'est un critère qui entre en ligne de compte. Côté cible, est-ce que la cible est abonnée à la source? C'est un des critères évidemment principaux parce qu'on publie essentiellement dans les newsfeeds des choses auxquelles vous êtes abonné. C'est pas toujours le cas, il y a des choses qui remontent de plus en plus dans les newsfeeds où on estime que vous êtes potentiellement intéressé, mais vous n'êtes pas abonné, donc on vous les suggère. Deuxième chose, est-ce que la source est pertinente pour la cible? Donc là on est sur tous les algorithmes qui s'appelaient à l'origine, pendant un moment qui sont appelés EdgeRank, le mot est parti un peu en désuétude, mais en gros c'est... Est-ce que, ok, vous êtes abonné à la source, mais est-ce que vraiment elle vous intéresse? Et dernier truc, est-ce que la publication est pertinente pour la cible? C'est-à-dire, au-delà de la source qui émet, est-ce que vraiment ce contenu-là, ça peut vous intéresser? Il y a un problème là-dedans, c'est que la performance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les gens ont cliqué sur les boutons j'aime, etc., sur le contenu, c'est pas un indicateur de qualité. C'est pas un indicateur de qualité parce que la performance, ça donne une prime aux contenus qui sont plutôt racoleurs, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les gens cliquent sur like sur des trucs, les gens cliquent sur les liens parce qu'on leur met un titre qui est un teasing, mais le contenu n'est pas forcément de qualité. C'est juste que sur l'instant, en fait, ça a généré des comportements compulsifs de réaction sur le contenu et d'interaction, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du contenu ou à sa pertinence par rapport à une cible. Et comment c'est géré? En fait, c'est qu'il y a un ingrédient supplémentaire qui rentre dans le calcul du newsfeed, et qui demande de faire un petit retour en arrière, qui va nous permettre de mieux comprendre Facebook et Twitter et Google, qui est les boutons de partage. Les boutons de partage, c'est quoi? Ça remarche? Ah, c'est moi qui ai appuyé, c'est pas la batterie. Les boutons de partage, c'est quoi? Alors comment c'est vendu? C'est vendu en disant le bouton de partage, c'est pour permettre à votre site d'exister dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire votre site il est sur le web et grâce au bouton de partage, vous allez avoir une vie sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir vous déployer à l'intérieur, exister, etc. La réalité c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est faire vivre les réseaux sociaux sur votre site. Donc c'est un jeu en fait. Alors c'est quand même plutôt gagnant-gagnant, parce que la visibilité qui est apportée par les boutons de partage, elle est réelle. C'est-à-dire que mettre des boutons like sur un site web, ça apporte vraiment de l'audience. Donc ça, c'est vrai. Par contre, en contrepartie, vous donnez une valeur qui est extrêmement importante à ces plateformes, puisque vous leur permettez d'avoir un petit bras sur votre site web. Ce petit bras, il sert à quoi? Il va servir à avoir plein de données sur ce que les gens font chez vous. Ces données-là, elles sont extrêmement importantes et ça rejoint la question de l'algorithme de newsfeed. Imaginons que quelqu'un clique sur un lien dans Facebook ou clique sur like, par exemple. Quelqu'un clique sur like sur un article. Ça devrait signifier que l'article est intéressant, puisque la personne a cliqué sur like. Sauf que comme vous avez mis des boutons like, Facebook sait pertinemment que la personne qui a cliqué sur like n'a pas cliqué sur l'article. Donc la personne n'est pas allée sur l'article. Donc est-ce que c'est vraiment un intérêt pour l'article ou que c'est juste en fait que la personne a envie de montrer que voilà, cet article, c'est intéressant en termes d'affichage, en termes de spontanéité, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne l'a lu et a appris quelque chose et que c'était intéressant. Donc grâce au bouton like, Facebook sait ce que les gens ont fait sur votre site web. Deuxième truc qu'ils savent et qui est intéressant, ils savent combien de temps les gens sont restés sur votre site web. C'est-à-dire qu'ils ont un bouton like, votre article, Facebook est capable de dire les gens passent en moyenne 30 secondes à lire votre article. Voilà. Et après ils s'en vont. C'est intéressant, ça peut rentrer dans l'algorithme. Et peut-être que plus les gens restent sur les articles, plus ça veut dire que les articles sont performants. Et dernier truc sur les boutons de partage, c'est que ça permet en fait, ça contribue à la création d'une infrastructure du web. Et là, on en arrive à ce que je disais au début sur MySpace, et la question qu'on pose tout le temps, est-ce que Facebook va mourir? Est-ce que c'est quelque chose qui est une mode? En fait, pas du tout. Pas du tout.
MySpace était un site web, donc effectivement c'était un réseau social parce qu'on pouvait créer des liens à l'intérieur, mais ça reste un site web. Un réseau social, c'est pas ça, c'est une infrastructure, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le définis personnellement, c'est une infrastructure du web dotée d'un portail. Pourquoi une infrastructure du web? Parce qu'en fait, un site comme Twitter, un site comme Facebook, une plateforme comme Google+, c'est pas juste les .com associés, mais c'est toute la galaxie d'API, de boutons et tout l'écosystème qui va autour. Cet écosystème, c'est quoi? C'est une API d'identification, c'est-à-dire que toutes les plateformes de réseaux sociaux vous fournissent aujourd'hui un moyen de connaître l'identité des gens, et donc d'utiliser ça pour réussir à référencer de manière unique des individus sur votre site web. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin sur internet personne ne sait que vous êtes un chien, Facebook sait que vous n'êtes pas un chien, et Facebook connaît votre nom, et Facebook sait que vous êtes un individu unique. Quand vous lancez un site web, si vous voulez que les gens, si vous voulez profiter de cette valeur-là, vous pouvez utiliser les API d'identification, ce qu'on appelle les Facebook Connect, et Twitter Connect, et Google Connect, qui vous permettent de savoir exactement qui sont les gens, et qui vous fournissent une brique que vous intégrez, qui est du coup qui contribue en fait à faire de ces plateformes une infrastructure. Deuxième chose, les boutons de partage, dont on a parlé juste avant. Une API de données qui est extrêmement importante puisqu'elle vous permet d'interagir avec le réseau social. Tout à l'heure, je disais que les réseaux sociaux étaient ubiquitaires et qu'on les trouve partout. Typiquement dans les jeux, en fait, de plus en plus, on a des interactions via ces API pour permettre de remonter les scores dans les réseaux sociaux, pour pouvoir permettre de créer des notifications, du partage sur les achievements, sur des trucs comme ça. Donc on est vraiment dans une infrastructure qui se déploie et qui n'est pas juste un site web. Et en plus, bien sûr, il y a la cross-publication qui fait que vous êtes obligé de reposter les éléments partout. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait c'est une infrastructure. Enfin, on n'est pas du tout sur un site web. On est sur des infrastructures du web et qui viennent en fait se positionner comme des couches. En fait, c'est-à-dire que vous avez des couches réseau, des couches de langage HTML, JavaScript, etc. Et par-dessus, vous avez plein de facilities qui vous permettent de créer vos sites web, et les réseaux sociaux en font partie. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de les négliger, parce que on peut difficilement vivre sans intégrer ces plateformes dans nos réseaux. Donc, qui dose les ingrédients? Alors ça, c'est assez marrant. Historiquement, ça a été dosé à la main, en fait. C'est-à-dire que les ingénieurs de Facebook codaient du code en dur, en disant, bah voilà, si if then else, quoi. Enfin, si le truc est comme ça, alors ça va s'afficher comme ça. Ça a été confié aux équipes marketing qui géraient le produit Newsfeed. Au début, ça gérait avec des petits boutons, c'est-à-dire on va mettre un peu plus de photos, on va mettre un peu plus de liens, on va réduire les contenus texte, c'est moins intéressant. Ah mais tiens, les vidéos c'est cool, les gens cliquent dessus, donc on va mettre plus de vidéos, etc. Donc c'était géré un peu à la mano. Et après est arrivé l'algorithme qui s'appelle le EdgeRank, qui en gros pondérait en fonction de tous les critères que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la performance du contenu, l'adéquation à la cible, etc. Pour réussir à afficher les meilleurs contenus aux utilisateurs. Cet algorithme a été extrêmement amélioré récemment et le dosage est fait maintenant le dosage est fait de façon extrêmement automatisée par ce qu'on appelle le machine learning et l'A/B testing. Quand vous vous connectez sur un réseau comme Facebook, vous n'allez pas sur Facebook, vous allez sur un des 1000 Facebook qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que Facebook c'est une machine à tester, en fait. Donc vous êtes tous des cobayes, sans le savoir. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur Facebook, en gros, il y a des petits trucs qui changent par rapport aux autres personnes. Et ces petits trucs qui changent, en fait, viennent nourrir un algorithme de machine learning qui va analyser votre comportement et qui va dire « Ah ben tiens, si j'agrandis de 10 pixels la taille des images, c'est intéressant. Les gens cliquent plus sur les images, mais ils cliquent pas moins sur les liens. » Donc c'est génial, ça génère plus d'engagement sur tout, donc tout le monde y gagne. Donc c'est intéressant, donc on va intégrer le fait qu'agrandir les images de 10 pixels, en fait, c'est vachement bien. Ah bah tiens, sur les liens sortants, quand on décide de tronquer plus ou moins le titre, en fait, ça a un impact. Ah, bah ça, on savait pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'on teste sur des gens et on regarde comment leur comportement évolue en fonction des usages. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant, enfin ce que certains appellent le big data. Enfin, c'est extrêmement lié, qui est un peu une nouvelle façon de concevoir la science. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire j'analyse, je regarde, je crée des modèles et ensuite mes modèles je les décline, c'est un peu il n'y a pas de modèle en fait. On teste tout, c'est un peu darwiniste quoi. Je teste tout aléatoirement et puis on regarde ce qui se passe et puis quand il y a des choses qui émergent qui sont mieux qu'avant, on dit que c'est cool et on les intègre. Voilà. Donc aujourd'hui l'algorithme de Facebook, de Facebook et des autres, enfin tous ces algorithmes de newsfeed sont
presque en pilote automatique. C'est-à-dire que c'est piloté de façon extrêmement informatisée par du machine learning. Il n'y a plus vraiment de gens qui ont la main sur ça. Où ça nous mène en fait? Alors ça c'est juste pour vous redonner des chiffres sur la publication des contenus. On a beaucoup entendu parler de ce que les marketeurs appellent la baisse du reach. C'est-à-dire en gros, pendant très longtemps, on a dit achetez des fans, achetez des followers, enfin achetez entre guillemets, mais enfin recrutez des fans, recrutez des followers Twitter, ayez des abonnés sur vos espaces. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'en fait, ces gens-là ne voyaient pas les contenus qui étaient publiés. Donc, quand vous vous adressez à vos communautés, en fait, elles vous voient pas. Donc, je vous remets les chiffres parce qu'ils sont intéressants et en général, ils sont sortis. Ces chiffres-là, on les sort nous en fait régulièrement, enfin assez facilement parce qu'on a pas mal de pages sur lesquelles on peut faire des tests parce qu'on a accès aux insights. Et donc, en gros, on sort à 6% environ sur Facebook. On est entre 5% et 30% sur Twitter. C'est des chiffres qui sont qu'il faut prendre avec extrêmement de prudence. C'est pas du tout des chiffres qui sont adaptés à chacun parce que ce sont des moyennes. Donc ce sont des moyennes. Il faut voir qu'entre une page qui a acheté des fans en masse via du média et qui s'est retrouvée avec des communautés d'1 million de fans qui n'en ont rien à faire d'eux mais qui voulaient juste faire participer à des jeux concours, évidemment leur reach est extrêmement faible à terme parce que c'est des gens qui n'en ont rien à faire de la marque. En revanche, des petites communautés qui ont un intérêt extrêmement ciblé sur un sujet, le reach est extrêmement fort et donc il faut vraiment faire attention sur ces chiffres parce que on les voit souvent circuler, mais ce ne sont que des moyennes et surtout ici en fait sur des questions d'audiovisuel, on est sur des choses qui sont extrêmement communautaires, extrêmement affectives, etc. Donc le reach est sans doute souvent plus élevé sur ce genre de lieu. Comment s'en sortir là-dedans en fait? Donc comment s'en sortir pour mieux être visible? Il y a c'est ce qu'on appelle le social media optimization. Social media optimization, c'est quoi en fait? C'est l'équivalent du SEO dont on parlait tout à l'heure. Comment améliorer sa présence sur Google? Ben là c'est pareil mais dans le social media. On a pas mal de notions qui sont extrêmement proches. Donc forcément Search Engine Optimization, Social Media Optimization. On a ce qu'on appelle le PageRank chez Google. On a l'équivalent qui a le nom de EdgeRank chez Facebook. Le nom est parti en désuétude, j'en parlais tout à l'heure, EdgeRank on n'en parle plus, mais la notion existe toujours. C'est-à-dire la notion de proximité entre des nœuds, ça existe toujours. L'offre commerciale d'un côté, en fait, qui est basée sur l'analyse des contenus. L'autre côté, basé sur les réseaux sociaux, est basé sur l'analyse aussi, mais plutôt l'analyse des utilisateurs. Et on a côté moteur de recherche une cible intentionniste, et côté réseau social une cible plutôt de gens qui pratiquent la sérendipité. Mais malgré ces similarités, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir dans la nature, parce que tout à l'heure on en parlait en disant, je reprends toujours cette phrase, la porte d'entrée sur le web c'est le formulaire de recherche. Ça c'est vrai, parce que le web à travers Google, c'est un territoire. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qu'on est en train d'explorer et on se dit comment je fais pour explorer ce lieu, et j'ai un outil qui s'appelle Google qui me permet en tapant des trucs de naviguer et de trouver ce que je cherche. Le web à travers Facebook, ça n'a rien à voir. Le web à travers Facebook, c'est un objet temporel. Un objet temporel, c'est pas du tout un territoire. Un objet temporel, c'est un flux. Et un flux, c'est quoi? C'est comme une chaîne télé, en fait. Donc c'est vraiment deux trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est vraiment important de faire la distinction entre la notion de territoire, d'un côté, qui est adressée par les moteurs de recherche, et la notion de temporalité, qui est adressée par les réseaux sociaux. Comment émerger? Donc il y a deux chantiers qui sont extrêmement importants sur l'émergence dans les réseaux sociaux. La première, c'est la visibilité de mes publications. C'est-à-dire moi, en tant qu'espace social, donc en tant que nœud du réseau, j'émets du contenu. Et comment je fais en sorte que ce contenu-là, il est visible auprès de mes abonnés, des gens qui ont montré un intérêt par rapport à moi. Et la deuxième chose, c'est le partage de mes contenus sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement différent. Le partage de mes contenus, c'est quoi? C'est les URL, enfin les pages de mon site web, les vidéos que j'ai mises en ligne sur YouTube, tout ce que moi j'ai produit mais qui n'est pas forcément dans le réseau social. Comment je fais en sorte que ça circule dans le réseau social? Et ça, c'est un deuxième chantier extrêmement important. Donc on va les prendre un par un. On va les prendre un par un et voir un peu pour chaque comment on s'en sort. Donc, sur la partie visibilité dans les réseaux sociaux, il faut comprendre que vous êtes dans un flux. Comprendre que vous êtes dans un flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contenu, le contenu que vous allez publier sur un réseau social, il y a une durée de vie qui est extrêmement limitée.
Donc quand vous décidez de publier, n'investissez pas un temps de malade sur la publication, mais privilégiez en fait des publications qui sont beaucoup moins ambitieuses, mais beaucoup plus récurrentes et raconter des histoires. Mais ces histoires doivent se dérouler dans le temps. Donc on n'est pas sur un truc, je mets le paquet et tout d'un coup je lance, voilà c'est ça, mon objet il est là, je le publie et maintenant il va exister. Ça c'est pas vrai, vous êtes dans un flux, donc votre objet ne va pas exister. Donc balancer du contenu et il faut garder, garder en tête que ça bouge tout le temps. Donc il faut avoir une présence en continu et on est vraiment sur une logique de fil rouge. Deuxième chose à prendre en compte, et ça on en parlait tout à l'heure, c'est générer de l'engagement. C'est que si les gens n'interagissent pas avec vos contenus, vous allez être extrêmement pénalisé par rapport aux algorithmes. Donc, faites un maximum pour que les gens cliquent sur vos liens, pour que les gens ensuite lisent vos contenus, pour que les gens commentent sur vos publications et pour que des gens viennent liker ou les partager avec leurs amis et être fiers de ce que vous publiez. Donc l'engagement, depuis quelques années, c'est vraiment la métrique clé, et on parle souvent de taux d'engagement sur les publications pour les gens qui sont un peu plus experts du secteur. Le taux d'engagement aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles grâce auxquelles on pilote en fait les performances sur le social media. Innover en s'emparant des réseaux sociaux, ça c'est hyper important parce que les réseaux sociaux mettent un peu de temps à trouver leur modèle économique. Plein de réseaux sociaux se lancent régulièrement et commencent à attirer des gens et à prendre de l'ampleur. C'est toujours important de réussir à être parmi les premiers sur ces endroits-là parce que à chaque fois qu'il y a des choses qui émergent, en fait, les modèles économiques sont pas clairs. Et comme c'est des marchés bifaces, il y a un intérêt pour les réseaux sociaux à créer la face. Il y a des gens qui font des choses et qui va appeler d'autres gens à faire des choses, etc. Donc les coûts d'investissement et la rentabilité de ces investissements-là en termes de visibilité sont extrêmement bénéficiaires. Donc du coup, ça vaut vraiment le coup d'être très sensible à ce qui se passe sur l'univers des réseaux sociaux, d'avoir pas mal d'actualités, de se faire de la veille et de dire il y a des nouveaux trucs qui émergent. Ah bah tiens, telle plateforme a lancé tel nouveau truc, on peut maintenant diffuser des vidéos, des choses comme ça. Typiquement Vine, quand Vine a été lancé, il y avait plein de choses à imaginer et les premiers à le faire en fait ont énormément de visibilité avec un espèce de double effet qui se coule parce que vous avez non seulement la visibilité de ce que vous avez fait parce que ça marche et que vous êtes parmi les premiers à le faire et en plus les gens parlent de vous parce que vous innovez. Typiquement si on prenait un exemple dans les médias, par exemple Tinder, le réseau social de rencontres et de matching de profils, de plus en plus de séries, alors il y a eu l'exemple fort avec The Mindy Project, mais de plus en plus de personnages dans les séries américaines ont des profils sur les réseaux sociaux et sur Tinder il y a pas mal de petits coups qui ont été faits en disant on va créer des profils sur le réseau Tinder et en fait du coup ça fait que ces profils en fait de temps en temps apparaissent, Tinder, vous voyez comment ça marche, vous voyez des gens et vous swipez pour dire ça m'intéresse pas, le but c'est de trouver de rencontrer des gens et donc vous les swipez en disant ça m'intéresse pas et de temps en temps vous tombez sur un profil en fait d'un personnage d'une série, donc c'est assez rigolo et comme c'est des trucs qui font circuler beaucoup de profils en fait ça fait apparaître régulièrement les profils des personnages. Donc ça génère de la visibilité, voilà, ça fait partie des petites innovations qui sont intéressantes à faire, ça coûte pas grand chose et en termes de résultats, en général on parle de vous en fait. Donc ça vaut le coup de jouer avec. Dernière chose, c'est payer, en fait faut pas hésiter à payer de temps en temps. Alors effectivement c'est pas toujours génial, mais quand les contenus fonctionnent bien, ça peut valoir le coup en fait de les booster un petit peu pour leur donner un peu plus de visibilité et d'encourager un petit peu en fait en jouant le jeu de la plateforme du réseau social, c'est-à-dire en lui apportant de l'argent et en faisant monter les enchères. Mais en général, si les contenus sont bons, ça peut valoir le coup et n'hésitez pas. Alors des choses qui se pratiquent pas mal, c'est de regarder en fait les contenus, de regarder les taux d'engagement. On en parlait tout à l'heure. Les taux d'engagement sur vos contenus, quand vous voyez qu'une publication en fait a un bon taux d'engagement et commence à monter, ça veut dire que les gens qui la voient l'aiment bien. Donc n'hésitez pas à payer, comme ça plus de gens la verront, et comme elle a déjà pas mal de succès, vous savez qu'elle a du succès auprès des gens qui sont soumis à la publication, donc le fait de payer va faire qu'elle va être visible auprès de plus de gens, mais vous savez déjà qu'elle a du succès, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Par contre, le faire systématiquement sur des publications qui sont médiocres, ça par contre c'est plutôt mauvais signe.
Encore une chose sur les publications sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre, analyser les performances. Les performances, c'est quoi? C'est toutes les métriques que vous donnent les plateformes de réseaux sociaux. Je vous avoue que effectivement, ça peut être rébarbatif parce qu'une plateforme comme Facebook, c'est 450 métriques à peu près que vous pouvez avoir et exporter. C'est important de comprendre au moins les métriques de base, donc la visibilité, l'engagement, la portée, ce genre de choses, pour au moins comprendre ce qui se passe et pas être complètement perdu par rapport à ce que vous publiez et avoir un peu le feeling de est-ce que mes publications sont vues, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ah bah tiens, quand je publie des vidéos, ça marche mieux que quand je publie des photos, quoi. Et extrêmement important, suivez les annonces d'évolution des règles du jeu, parce que c'est des plateformes qui évoluent très vite. Comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup d'A/B testing, donc de machine learning, donc il y a des choses qui sont expérimentées et qui sont très souvent mises en production. Les mises en production ne sont pas des changements de version, on n'est pas chez Windows, quoi. Vous n'allez pas basculer à Facebook 10, quoi. Donc les mises en ligne, les mises en prod, c'est tout le temps. Et ces mises en prod, pareil, il y a des énormes effets en fait de levier pour réussir à en bénéficier à votre avantage. Donc suivez les règles du jeu, et quand vous voyez que Facebook a décidé d'agrandir la taille des photos que vous publiez, profitez-en en fait, profitez-en les premiers. Observez ce qui se fait ailleurs. Il y a plein de gens qui essaient plein de trucs, donc profitez-en, parce qu'il y a plein de gens qui essaient il y a plein de gens qui ont des idées. Si elles sont bonnes, répliquez-les. Si elles sont pas bonnes, le faites pas, ça vous évite de tester. Donc n'hésitez pas à avoir pareil une veille énorme. Vous abonner à plein de lieux sur les réseaux sociaux pour observer un peu leur comportement dans des secteurs différents. Donc les secteurs de l'audiovisuel, les secteurs des médias, les secteurs des annonceurs aussi sont intéressants, et voir un peu vers où ils innovent, qu'est-ce qu'ils en tirent. Les métriques sont publiques en plus, donc vous pouvez voir combien de gens sont engagés sur les contenus. Donc il y a toujours moyen de tirer des informations sur les pratiques des autres. Deuxième point, c'est le partage de vos contenus dans les réseaux sociaux. Comment faire en sorte que vos contenus sur vos sites web circulent dans les réseaux sociaux? Premier truc, c'est de savoir taguer son site web. Alors, je vous ai pas fait les petits screenshots comme mon confrère de tout à l'heure pour vous montrer dans le code à quoi ça ressemble. Mais en gros, pour chaque réseau social, vous avez des balises à mettre sur vos sites web. Les balises, elles vous disent quoi? Elles vont permettre de donner de l'information au réseau social pour dire ceci c'est une vidéo, ceci c'est une photo, ceci c'est un article. La photo de mon contenu en haute définition, c'est ça. La photo de mon contenu en basse définition, c'est ça. L'URL canonique de mon contenu, c'est-à-dire l'URL unique pour éviter qu'il y ait des doublons, c'est ça. Donc ça, c'est extrêmement important que le site soit bien tagué, parce que s'il est mal tagué, quand les gens vont le copier-coller dans un réseau social, ça va apparaître un lien très moche et personne ne va le partager. S'il est bien tagué, ça va faire apparaître une petite vidéo avec un petit bouton play. Vous allez cliquer sur le bouton play, ça va afficher votre vidéo dans le réseau social, et les gens vont voir tout de suite de quoi ça parle. Donc c'est extrêmement important de bien taguer son site web. C'est pas très compliqué. Il faut juste, après ça dépend. Si vous bossez avec des agences, vérifiez systématiquement le tagging. Toutes les plateformes fournissent des outils pour vérifier le tagging de vos sites web. Il suffit de copier-coller les URL. Vous allez sur Facebook Développeur, vous allez sur Twitter Développeur, vous copiez-coller vos URL et ça vous dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quand vous faites les recettes de vos sites web auprès des agences, ou quand vous codez vos sites web vous-même, faites-le systématiquement, parce que c'est extrêmement important et c'est ça qui vous assure la visibilité de vos contenus. Et les ordres de grandeur, c'est du simple au x10, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment important. Deuxième conseil, ne pas négliger la dimension émotionnelle. Aujourd'hui, les contenus qui circulent le mieux sur les réseaux sociaux sont les contenus émotionnels. Au-delà des contenus racoleurs, mais ça c'est pas forcément ce vers quoi il faut aller. Mais les contenus émotionnels circulent énormément, donc ne jamais négliger cette dimension-là dans les publications. Encore quelque chose sur le test. Tout à l'heure, je vous disais Facebook et les réseaux sociaux et les algorithmes en général fonctionnent de plus en plus en testant. Il y a des plateformes qui sont extrêmement performantes sur les réseaux sociaux. Alors on pense à Minutebuzz, BuzzFeed, ce genre de sites. Comment ils font pour être performants? Ils testent. C'est-à-dire que quand ils publient une vidéo, quand ils publient un article, quand ils publient quelque chose, c'est pas un titre, une image, un lien. C'est un lien, 10 possibilités de titres, 10 possibilités d'images, ce qui vous fait 100 combinaisons, et ils balancent tous les trucs. Et puis il y en a une qui émerge parce qu'elle marche super bien et mieux que les autres. Et celle qui émerge, en fait, c'est la bonne. Donc c'est très intéressant de tester des variations. Donc quand vous réfléchissez à choisir la petite photo qui va s'afficher à côté de votre contenu pour le partage social dans les réseaux,
n'hésitez pas à ne pas en choisir une. Enfin, si vous hésitez, en tout cas, entre 10 images pour associer avec votre vidéo, ou 10 screenshots qui vont s'afficher à côté, créez 10 variantes, testez-les, il y en a une qui va émerger, gardez-la, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Plutôt que discuter dans l'équipe pendant des heures pour choisir. Dernier truc, implémentez vous-même les fonctions de partage. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. C'est qu'en plus d'utiliser les boutons like standard, vous pouvez vous-même créer des boutons like. C'est-à-dire que toutes les plateformes de réseaux sociaux ont une API pour générer du partage en cliquant sur des boutons. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, les partages qui sont faits via les boutons de partage que vous codez vous-même ont plus de visibilité que les partages en cliquant sur les boutons like standard. Donc ça vaut le coup d'aller regarder aussi de ce côté-là. Il y a 2-3 petites URL à connaître. Et ça, enfin, si vous voulez, on en discute. Enfin, vous venez me voir, je vous montre un peu. Mais il y a 2-3 petites URL à connaître et des petits tuyaux pour que vous puissiez implémenter vos propres boutons de partage. Et ça marche assez bien en général. Et ne pas négliger aussi les influenceurs. Parce que, comme vous le savez, en fait, toutes ces plateformes sont basées sur des réseaux, en fait. On est sur des réseaux sociaux, et donc qui dit réseaux sociaux dit réseau. Tout à l'heure, je vous parlais des algorithmes et du fait qu'il y ait une notion d'affinité entre des émetteurs de contenu et des gens qui sont abonnés à ces contenus. Les influenceurs sont des gens qui traitent en fait ces problématiques-là pour leur propre réputation, donc ont des communautés autour d'eux qui sont très bien ciblés et qui sont en généralement bien adressés. Et il ne faut pas hésiter à entrer en relation avec les influenceurs et puis de ne pas les négliger et puis de faire circuler les contenus à travers les influenceurs et pas croire que vous, avec votre page Facebook ou votre compte Twitter, vous allez réussir tout d'un coup en vous mettant sur un hashtag à émerger. Donc n'hésitez pas à solliciter des gens en les quotant sur Twitter, etc. Ça se fait. Voilà. Et pour conclure, donc après ces quelques tuyaux sur comment faire pour exister, j'avais quelques petites remarques à garder en compte dans un coin de votre tête, parce que aujourd'hui le web est en train d'évoluer très vite dans une direction qui est extrêmement propriétaire en fait, et on est très très loin du web de Tim Berners-Lee. Donc n'oubliez pas un truc, c'est que quoi que vous fassiez sur le web et quelle que soit votre navigation, votre expérience du digital, elle est filtrée par des boîtes noires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes dont on a parlé, ce sont des algorithmes propriétaires qui n'ont jamais été brevetés, donc sur lesquels on n'aura jamais l'information de comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est ces boîtes noires qui conditionnent qu'est-ce que vous voyez du digital. C'est-à-dire que vous vous connectez sur Facebook, ce que vous voyez, c'est ce qu'un algorithme a décidé que vous verrez, en fait. Donc gardez ça en tête, et quand il y a des choix qui sont faits, des choix qui peuvent être aussi politiques sur l'évolution des algorithmes et la gouvernance des algorithmes, c'est à ne pas oublier, parce qu'il y a vraiment des enjeux autour de la libération des algorithmes et des visions beaucoup plus décentralisées de la façon de concevoir l'écosystème digital. N'oubliez pas non plus que les algorithmes vous connaissent bien mieux que votre psychanalyste. Parce que, contrairement à votre psychanalyste, l'algorithme, en fait, lui, il connaît vos clics. Donc, si vous êtes logué sur un réseau social, c'est tout ce que vous faites, en gros, à peu près. Si on élargit tout. Et ces données, en fait, alimentent les algorithmes en continu, et chaque clic compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'un clic ne mène à rien. Si vous cliquez sur une photo, vous enregistrez un algorithme. Donc, l'algorithme vous connaît extrêmement bien. Voilà. Et dernière chose, tout à l'heure on disait de temps en temps faut payer, etc. Moi, la façon dont je le vois, payer, c'est la seule assurance d'être visible. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr d'être visible sur un réseau social, le seul moyen, c'est de payer pour être sûr. Mais par contre, la qualité du contenu, ça reste aujourd'hui le vrai levier qui vous permet d'avoir un engagement organique et viral qui ne vous oblige pas à payer pour être visible. Donc il ne faut pas négliger que malgré tout, sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de payer, contrairement à plein d'autres endroits où la visibilité est quasiment que payante. C'est un endroit où la visibilité est totalement possible pour des contenus de qualité. Voilà, je vous remercie. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en discuter. Et si on a un petit peu de temps, on peut prendre quelques questions pour enchaîner.
Ah, on en a parlé un peu de la neutralité du newsfeed. La réponse est fondamentalement entre les deux. Non, en fait, plutôt non. En fait, les newsfeeds sont pas neutres pour des questions de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension payante de la vie dans les newsfeeds crée une espèce de non-neutralité. C'est-à-dire que si il y a une neutralité, il y a une neutralité qui existe quand même en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui est mesuré par les plateformes de réseaux sociaux sur la qualité des contenus et tous ces algorithmes qui s'enrichissent font qu'il y a une neutralité quand même dans les contenus entre eux, c'est-à-dire sur toute la partie organique, le newsfeed est neutre, c'est-à-dire que toutes les publications organiques sont traitées de la même manière, il n'y a pas de surpondération de certaines sources ou de choses comme ça. En revanche, le fait qu'il y ait une dimension payante casse la neutralité. Mais en revanche, cette dimension est maintenue visible. C'est-à-dire qu'un contenu qui vous est poussé de manière payante, il y a quand même toujours quelque chose qui vous dit c'est un contenu qui a payé. Voilà. Mais ça apparaît quand même. Donc on peut dire que c'est neutre pour l'organique, mais là où c'est pas neutre, en fait, c'est que c'est monétisé. Et donc forcément, il y a une partie qui n'est pas que neutre. Et qu'aussi aussi pour répondre à cette question, il faudrait avoir l'algorithme. Et l'algorithme, personne ne peut l'avoir. Alors, oui. Alors, on peut contrecarrer. Il y a toujours des moyens de contrecarrer l'algorithme. Si vous utilisez, alors, on reprend l'exemple de Facebook, mais parce que c'est vraiment le plus emblématique. Dans Facebook, vous avez une petite option qui vous permet de désactiver l'algorithme newsfeed et de dire en fait, ce qui m'intéresse, c'est les publications les plus récentes et pas les plus pertinentes. Donc, il y a un petit bouton qui vous dit. Alors là, c'est en tant qu'utilisateur. Enfin, mais il y a un petit bouton qui vous dit les plus récentes ou les plus pertinentes. Si vous choisissez les plus récentes, bah, du coup, vous allez avoir une vision du newsfeed qui est une vision sur laquelle seul le critère de temporalité compte. Et donc, vous aurez toute l'exhaustivité du flux avec les plus récentes en premier. N'oubliez pas que ce petit paramètre se désactive automatiquement au bout d'un certain temps. En fait. C'est-à-dire que si vous le mettez, en fait, vous attendez 2 jours, vous revenez, il n'y est plus. Faites gaffe. Voilà. Mais ça existe. En tout cas, ça existe. Donc, il y a quand même quelque chose. Ouais. Oui, la publicité, ouais, elle est visible. Elle est visible en fait en disant ce contenu vous a été suggéré. Alors c'est assez, alors il y a plein de cas particuliers en fait. Je suis pas rentré dans le détail parce que c'était pas forcément l'objet, mais les offres publicitaires des réseaux sociaux sont extrêmement denses en fait. C'est-à-dire que les catalogues sont très compliqués. En gros, la majorité il y a toujours quelque chose qui vous dit que c'est payant. Selon le côté abusif ou pas, c'est plus ou moins visible. C'est-à-dire que quand on vous suggère des pages en disant ces pages pourraient vous intéresser parce que telle personne sont abonnés, c'est des choses qui sont monétisées. On le dit pas exactement en disant ils ont payé, mais c'est quand même quelque chose qui est payant. Ouais, on peut le deviner. Ouais. Profite comment? Catastrophique. Ouais. Ah. Ouais. Alors on va dire que les profils des gens qu'on récupère dépendent du ciblage. Donc c'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que les cibles des campagnes sont assez difficiles à définir en fait. Et on récupère parfois des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche. En revanche, aujourd'hui, ces campagnes-là sont quasiment le seul moyen de dire moi je suis intéressé par les gens les femmes qui ont entre 35 et 40 ans, qui habitent en région parisienne et qui sont intéressés par tel sujet. Si je veux avoir ça, en fait, il y a très peu de plateformes qui sont capables de me l'offrir. Donc effectivement, il y a un peu de bruit et on récupère des gens qui ne nous intéressent pas, mais c'est un peu la seule plateforme qui permet de toucher ces gens-là sans élargir, quoi, enfin, sans cibler au sens large les campagnes. Et Twitter, c'est pareil, enfin, sauf que Twitter a moins de données. Mais...
slash référal et slash social. C'est quoi Ouais. qui est attaché à référal et qu'est-ce qui est attaché à social par rapport au réseau? Référent social, en fait, il y a le, alors dans Google Analytics, il y a deux trucs. Ouais. Il y a le, ils ont intégré en fait les données de social media, c'est-à-dire que toutes les interactions sociales sur le site web sont référencées. Donc, à partir du moment où vous implémentez des boutons de partage des réseaux sociaux sur votre site web, ça va apparaître dans la partie social media de Google Analytics. Et vous allez pouvoir voir en fait le trafic qui vient de ces boutons-là. Parce qu'en fait, quand les gens cliquent sur ces boutons, ça apparaît dans les réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez les gens qui ont cliqué sur les publications générées par ces boutons et ça apparaît dans la partie social media. La partie referral, ça compte plus les gens qui sont venus des réseaux sociaux, mais pas à travers vos boutons à vous, mais à travers en fait le fait que des gens ont publié ces articles-là et que du coup ça revient. D'autres questions? Alors les outils, on a plein. Nous on utilise beaucoup. En fait, alors nous en plus comme on est une agence très orientée technique et on a été les premiers parmi les premiers en tout cas à s'occuper des données. Donc on a beaucoup d'outils propriétaires qu'on a développés nous-mêmes. Donc en gros on est plugué sur toutes les API et on récupère toutes les données propriétaires et on les stocke et on fait des calculs dessus. Après sur les outils, tout dépend de ce qu'on veut faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de thématiques. Enfin, il y a vraiment plein de choses, mais ouais. Analyse du sentiment, moi je suis assez radical sur le fait que ça marche pas très bien. Donc j'ai tendance à pas trop pousser ce genre de trucs, mais ouais, ouais. Non, enfin j'ai pas d'outils particuliers là-dessus. Ouais. Oui, oui, on est basé à Paris et en gros on s'occupe de tout ce qui est stratégie réseaux sociaux, reporting et dashboard. Ce qu'on appelle dashboard, c'est des écrans avec des données, quoi. Ouais. Je vous en prie.